La chance et l'opportunité donc d'accueillir Monsieur Joseph Snager, voilà, qui a publié ce livre qu'il m'a remis il y a environ un mois. Vous savez que des témoins qui ont vécu cette période obscure que vous connaissez, donc de la Deuxième Guerre mondiale, se font aujourd'hui de plus en plus rares. Et donc, c'est vraiment un honneur et un privilège de vous recevoir. Vous avez un récit de vie très, très riche, mais aussi un esprit qui est resté totalement positif, humaniste, et qui est resté très, très ouvert. Donc, tout cela ne dépend pas, je pense, de l'âge, mais plutôt du cœur. Et je vous en remercie. Merci d'être parmi nous au LMA. Et à vous, je vous souhaite, chers élèves, une très bonne conférence. Moi, je vais utiliser le micro. Donc, bienvenue à tous. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Comme Madame la directrice l'a dit, Monsieur Snager va justement raconter son vécu, son histoire. En plus, dans une date particulière aujourd'hui, vu qu'on est le 10 mai, et que le 10 mai, date symbolique, vu que l'Allemagne a envahi la Belgique le 10 mai 1940. L'histoire de Monsieur Snager remonte un petit peu plus tôt, vu qu'il est né en 1937 en Pologne, et comme vous le savez, l'Allemagne a envahi la Pologne le 1er septembre 1939, et donc je vais le laisser raconter son histoire. Si vous avez des questions, retenez-les, ça va pour la fin de la conférence, et vous serez tout à fait libre de poser toutes les questions que vous le souhaitez. Et si par rapport au timing, on voit qu'il y a encore des questions, il ne faut pas hésiter à me les renvoyer, ça va, et je les transmettrai à monsieur qui me répondra et qui vous répondra. Voilà. Merci beaucoup pour ces introductions. Et en premier lieu, je voudrais remercier la nature qui me permet à mon âge d'avoir l'honneur d'être devant vous. Et je voudrais aussi remercier le micro parce qu'il me permettra de me faire entendre. En fait, je suis né au mauvais moment, au mauvais endroit. Je suis né à Varsovie en 1937 et j'y reviendrai parce que je voudrais traiter devant vous de deux sujets qui me semblent extrêmement importants. Et l'un d'entre eux vous concerne tous parce que vous êtes adolescents. Et que moi, mon adolescence a été assez spéciale, et je vais vous la conter. Parce que non seulement que je vous parlerai de cela, mais je vous parlerai aussi des moyens d'en sortir par le haut. Et il faut que vous soyez tous heureux au bout de votre adolescence. C'est essentiel, je vous expliquerai aussi pourquoi. Malheureusement, mon adolescence, je l'ai passée en tant qu'orphelin, parce que ma maman est décédée quand j'avais 10 ans. Et quand j'avais 10 ans, ma maman, qui était une personne d'une intelligence prodigieuse, s'est rendue compte qu'elle était si malade. Et alors, elle a voulu me donner des bagages pour toute ma vie. Et elle a ensemencé dans les champs de ma mémoire une énorme quantité de graines de toute variété, en se disant: quand il grandira et qu'il aura des problèmes, ces graines vont mûrir et fleurir au moment où il en aura besoin. Et c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'avais un problème, je l'ai résolu en pensant comment ma mère le résoudrait. Et ça fonctionnait très bien. Et c'est cela que je voudrais vous communiquer. Parce que résoudre les problèmes, c'est essentiel pour vous. Il ne faut jamais laisser un problème non résolu derrière vous. Parce qu'un problème non résolu, c'est comme un boulet qui va vous freiner dans votre progression. Donc il faut résoudre ce problème. Et pour ce faire, je pense qu'il y a 3 modes de pensée. Il y a la pensée positive, la pensée neutre ou la pensée négative. La pensée positive, c'est le courage, c'est l'intelligence, c'est l'art de résoudre les problèmes, c'est la gentillesse, c'est la lumière, c'est la tolérance. C'est essentiel parce que cela vous donne de la lumière. Et quand vous êtes lumineux et que vous possédez le bonheur,
vous avez quoi partager parce que vous le possédez. Tandis que si vous avez des contraintes, si vous avez des boulets aux pieds, etc., vous aurez des amertumes, des frustrations. Et donc vous ne serez pas heureux. Et n'étant pas heureux, ce n'est pas le bonheur que vous pourrez partager autour de vous, puisque vous ne l'aurez pas vous-même. Donc il est essentiel à ce que vous soyez heureux. Alors, les problèmes peuvent se passer de toutes sortes. Alors, oui, je voulais revenir alors sur la pensée. Je vous ai dit ce que c'était la pensée positive. Maintenant, je vais vous dire ce que c'est celle qui est neutre. Celle qui est neutre, c'est assez une pensée un petit peu égoïste, un petit peu d'indifférence. Ça ne me regarde pas, donc je ne m'en mêle pas. Cette dame est tombée, mais c'est pas moi qui l'ai fait tomber, alors je ne vois pas pourquoi j'aiderais à la ramasser, etc., etc. Et là, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Quand on est devant un problème, parfois on se dit, oh, c'est trop difficile, je le laisse. Non, parce que ça peut être un boulet qui va vous pénaliser plus tard. Et alors, il y a la pensée négative. Celle-là, c'est la méchanceté. C'est la bêtise, c'est l'intolérance, c'est la paresse, c'est la peur, ça, la colère, la haine, ça c'est purement négatif. Ça détruit autant celui qui la possède que ceux avec qui il veut partager sa vie. Et la pensée négative agit comme un tsunami. Elle submerge toutes les autres pensées et elle vous empêche même de voir les vrais problèmes parce que vous ne les voyez pas sous un jour réel. Donc celle-là est absolument à écarter parce que par exemple celle-là peut donner aussi naissance à des situations tragiques, à des sentiments épouvantables comme par exemple le racisme. Le racisme est une déviation de l'esprit et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une raison à chaque chose. Eh bien, le racisme, c'est d'abord croire qu'on est plus ou moins que quelqu'un, qu'un groupe. Le racisme, c'est souvent, alors qu'on croit que c'est un complexe de supériorité, en fait c'est un complexe d'infériorité et une absurdité par soi. Et je vais vous dire pourquoi. Personne au monde, jamais, n'a choisi sa naissance. On est tous nés parce qu'on a reçu un don extraordinaire que les parents nous ont fait, le don de la vie. Mais nous ne sommes pas responsables de notre naissance. Nous l'avons subi. Ce qui nous arrive par la suite, au courant de la vie, là, nous en sommes responsables. Et là, nous pouvons également, mais jamais en croyant que c'est tout le groupe. Il n'y a pas de groupe d'exclusifs. Et quelqu'un qui est né aux États-Unis, alors il est rouge puisque c'est un Indien, quelqu'un qui est né en Asie parce qu'il est jaune, quelqu'un qui est né en Afrique parce qu'il est noir, ou qu'il est blanc parce qu'il est né en Europe, nous sommes tous des frères. Et nous sommes tous des sœurs. Et vous pourriez tous être, par le hasard, mes petits-enfants. Et ça, je pense qu'il était très important que je vous dise. Maintenant, j'en arrive aux problèmes. Donc, les problèmes, c'est comme une porte. Et cette porte, il faut trouver la clé pour l'ouvrir. Si vous trouvez la clé, vous la franchissez. Mais la porte n'est pas le problème. La porte n'est que la constatation de ce qu'est le problème. Et les problèmes peuvent être divers. Ça peut être des problèmes économiques, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être des problèmes sentimentaux, familiaux, professionnels, scolaires, etc. Mais quand vous avez compris ce qu'était ce problème, vous avez ouvert la porte. Et la clé est venue s'ajouter au trousseau de clés que vous avez dans votre esprit. Et plus vous avez des clés, au plus vous vous sentez sûr de vous-même puisque vous arrivez à les résoudre. Et ça c'est important, parce qu'alors vous acquérez la confiance en vous-même. Et comment voulez-vous que des gens vous fassent confiance si vous n'avez pas confiance en vous-même? Donc c'est essentiel d'avoir le plus grand trousseau possible de clés. J'espère que vous m'entendez jusqu'au bout, ça va? Ça va? Bien. Donc voilà, ça c'est pour solutionner les problèmes.
Et je vous ai donc dit que j'étais né au mauvais endroit, au mauvais moment. C'était en 1937, à Varsovie. Je suis né dans une famille juive, mais une famille pas du tout orthodoxe. Mon père n'avait pas de barbe, n'avait pas de chapeau, ma mère était docteur en droit, ce qui était un exploit extraordinaire en Pologne avant-guerre, parce qu'il y avait un numerus clausus qui interdisait qu'un très petit nombre de juifs a fréquenté l'université. Et ma mère, brillante comme elle était, elle avait réussi, elle était sortie majeure de sa promotion. Et donc, si j'ai eu le malheur de naître à ce moment-là, j'ai aussi eu le bonheur de naître dans cette famille. Et alors, les choses ont commencé à se gâter, parce qu'au-dessus de l'Europe planait, et au-dessus du monde entier, commençaient à s'assembler d'horribles nuages noirs. Et ces nuages noirs étaient annonciateurs d'une tempête et d'un ouragan comme jamais l'humanité n'avait connu. Et ça, ce sera la Deuxième Guerre mondiale. Et cette Deuxième Guerre mondiale provoquera 60 millions de morts, c'est-à-dire comme la population entière de la France. Et Hitler, qui était devenu l'homme providentiel de l'Allemagne, a décidé et a dit à ceux qu'il avait élus démocratiquement que ses concitoyens allemands étaient un peuple noble, un peuple de seigneurs, et que tous les peuples qui les entouraient étaient vraiment bons qu'à être ses esclaves. Et il a commencé par... Il a organisé une conférence à Munich en 1938, et il y a participé la France, l'Angleterre, l'Italie, encore quelques pays, et il a tapé sur la table en disant « Je veux l'Autriche, l'Autriche c'est aussi l'Allemagne, et ils sont aussi nobles que les Allemands », et il a envahi l'Autriche, et l'Europe n'a pas bougé. On peut voir des similitudes dans ce qui s'est passé à l'époque, ce qui se passe maintenant en Ukraine. Vous y réfléchirez. Et donc, il a envahi l'Autriche. Après ça, il a tapé sur la table en disant « Et je veux une partie de la Tchécoslovaquie, parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui y habitent. » Et il a envahi la Tchécoslovaquie. Et ensuite, il s'est dit « La Pologne, c'est un pays agricole, etc. Je me sens à l'étroit en Allemagne, nous allons nous arranger pour occuper la Pologne. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu l'idée, évidemment une pensée maléfique, d'habiller un bataillon de soldats allemands en uniforme polonais, et il leur a dit d'aller attaquer la Pologne, donc d'aller attaquer l'Allemagne, mais en faisant beaucoup de bruit, en ne tuant personne, en tirant en l'air, mais ils ont attaqué la Pologne. Et alors la Pologne, qui se demandait ce qui lui arrivait, parce qu'il n'avait jamais envoyé personne à la lutte. Le lendemain, les journaux allemands étaient remplis, nous venons d'être attaqués par la Pologne, nous allons leur apprendre ce que c'est, et nous allons répondre à leur attaque. Et il a lancé des milliers de chars, d'avions, etc., sur la Pologne. L'armée polonaise, à l'époque, était composée à 80% de cavaliers, de chevaux, avec des lanciers. Alors imaginez ce que ça donne quand vous lancez face à des milliers de chars, des milliers de chevaux. C'était une boucherie, un massacre inimaginable. Et très vite, l'armée polonaise a reculé et Varsovie s'est trouvée encerclée. Et quand Varsovie s'est trouvée encerclée, il y avait beaucoup de cavaliers, énormément de chevaux dans la ville. Mais la ville, ce n'est pas une écurie. On n'avait pas de foin pour eux, on n'avait rien du tout. Mais là où nous habitions, il y avait un grand jardin avec une grande grille en fer forgé. Et les soldats y avaient mis une trentaine de chevaux. Et ces chevaux mouraient de faim. Parce que nous, on pouvait leur apporter de l'eau, ce qu'on faisait. On leur donnait de l'eau, mais on n'avait rien d'autre. Et alors, ces chevaux ont mangé l'écorce des arbres. Et quand on a évacué les chevaux, tous les arbres étaient nus jusqu'à 3-4 mètres, ils étaient blancs. Et j'ai demandé à ma nounou, Madame Irène, pourquoi ces arbres sont blancs? Alors ils ont dit parce que les chevaux avaient eu faim, et ils ont grogné, ils ont grignoté, ils ont mangé toute cette écorce, grignoté. Bon, je ne savais pas qu'un peu plus tard, j'allais moi aussi souffrir de la faim. Et
Au début, tout se passait à peu près correctement. J'étais émerveillé par les troupes allemandes. Quand ils sont rentrés dans Varsovie, ils donnaient une impression d'une force incroyable. Là, ils étaient briqués, leurs chaussures brillaient, leurs armes brillaient. Les chars étaient des montagnes d'acier. C'était extraordinaire. Et puis un jour, j'allais en ville avec ma nounou tous les après-midi et on allait au parc. On allait au parc, et au parc, je jouais avec d'autres petits-enfants, parce qu'il y avait un bac de sable, parce qu'il y avait des jouets, il y avait des petites balançoires, des petits toboggans, et tout se passait bien, jusqu'au jour où, en passant devant le parc, on n'y est pas entré. Et quand j'ai dit à ma Irène, mais je vais aller jouer avec les enfants, elle m'a dit, non, tu peux pas. Et pourquoi? Il dit, parce que regarde, il y a une pancarte. Et c'est quoi cette pancarte? Eh bien, cette pancarte, c'est écrit « Interdit aux chiens et aux juifs ». Ah, c'est quoi être juif? Ah, ben tu demanderas à tes parents. Alors j'ai demandé à ma maman, c'est quoi être juif? Et alors ma maman m'a expliqué que dans le monde, il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait un être suprême qui s'appelait Dieu, et que certains groupes d'êtres pensaient que c'était un certain Dieu qui s'appelait comme ça, et comme ça que d'autres s'appelaient autrement, et c'est ça, et nous étions donc soi-disant de la communauté de Judée, donc de Juifs, et notre Dieu s'appellerait Jéhovah. Bon, mais toujours est-il qu'on n'allait plus là-bas. Et puis en allant promener, j'ai vu qu'on construisait un mur. On construisait un mur sans fenêtre, sans rien, et au-dessus du mur, qui avait 3-4 mètres de haut, on fixait des morceaux de verre cassés, pointus, pour qu'on se blesse si on y arrive. Et j'ai demandé à Madame Irène, mais pourquoi ils font ce mur? Alors il m'a dit, je ne sais pas, Ijo, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ils font ce mur. Et en fait, ce mur était un piège mortel, parce que bientôt tout le quartier a eu un mur autour de lui. Et il y a eu 2 entrées, et après les Allemands annoncèrent que tous les habitants chrétiens, catholiques qui habitaient dans cette enceinte devaient partir, et s'ils restaient, ils seraient fusillés. Et donc tous les chrétiens ont quitté cet endroit. Et après, les Allemands ont décidé que tous les Juifs qui vivaient tout autour de Varsovie, parce qu'il y avait des fermiers, il y avait des artisans, il y avait des cochers, il y avait toutes sortes, la population juive était assez, formait à peu près 9% de la population polonaise, donc il y avait environ 3,5 millions de Juifs. Alors ils avaient créé des centres de regroupement comme ça par ville. Et donc bientôt en Varsovie, dans cette petite enceinte qui est plus petite que Laeken, elle avait 5 km², nous avons eu 450 000 personnes. Il y avait du monde partout. Il y avait du monde dans les rues, il y avait du monde dans les entrées, dans les portes cochères, dans les petits jardins. Chez nous, dans l'appartement, nous avons eu 144 personnes. 144 personnes dans un appartement. Et mes parents et moi, on était couchés sur le lit de mes parents avec des gens qui dormaient autour de nous. Et alors j'ai vu une scène épouvantable. C'était 2 hommes jeunes qui se sont mis à frapper leur père. Et j'ai dit à mon père, tatouche, ça veut dire papa, jette ces gens dehors. Et mon père m'a pris par les épaules et m'a dit, écoute, si nous habitions ailleurs, c'est nous qui serions dans la rue. Alors, sois encore heureux que nous avons ce petit bout de lit. Et c'était l'époque où les gens se mirent à mourir de faim. Et l'agonie, quand on meurt de faim, est terrible parce qu'elle est longue et elle provoque des hurlements infinis. Et toutes les nuits étaient remplies de ces hurlements et on ne dormait pas. Et puis les Allemands annoncèrent qu'en dehors des murs de cette enceinte qui s'appellera le ghetto, ils construisirent une autre enceinte, beaucoup plus petite, aussi entourée de murs, à laquelle ils ont raccordé une ligne de chemin de fer. Et sur cette ligne de chemin de fer, il y avait des wagons. Mais pas des wagons pour personne, mais des wagons de marchandises. Et ils ont annoncé que tous les gens qui se rendraient à cet endroit
recevraient du pain et de la marmelade. Et les gens se rendirent en masse parce que comme ça ils pouvaient donner un morceau de pain à leurs enfants, etc. Et les gens partirent. Et quand cette enceinte était pleine, les Allemands, les soldats qui étaient là-bas poussaient les gens dans les wagons. Et quand un wagon avait 100-125 personnes, ils fermaient les portes et ils mettaient un autre wagon et comme ça. Et puis le train, quand il avait une vingtaine de wagons, partait. On ne savait pas pour où, mais on savait que quelques heures plus tard, il revenait vide. Et dans certains wagons, on a trouvé des bouts de pain et des confitures. Mais on ne savait pas ce que devenaient les gens. Et puis, on a su ce qu'ils devenaient. On a su parce que, parmi nos connaissances, il y avait un monsieur qui portait un immense manteau. Et dans ce manteau, il avait mis un grand nombre d'outils. Il avait mis un marteau, des tenailles, des pinces, des tournevis, des scies. Et il a dit, si je suis pris, je suis dans un train, je vais découper le sol du train et je vais me laisser glisser sur la voie. Et c'est ce qui lui arriva. Il était dans un train et par bonheur, son train circula de nuit vers le soir. Et alors, il a fait une ouverture. Il s'est couché à l'entrée d'une petite ville appelée Treblinka. Ce train a ralenti et il s'est glissé sur le ballast et il est resté couché tant que le train ne s'était pas éloigné parce que sur le wagon il y avait des soldats qui surveillaient. Mais comme c'était dans le noir, ils n'ont pas vu qu'il était couché en noir comme ça sur le ballast. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Bon, alors je continue. Et donc ce monsieur est allé chez les paysans, il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben il dit, c'est parce que le train s'arrête un peu plus loin, il s'arrête dans la forêt. Les gens qui sont dans ce train, on les descend des wagons, ils doivent marcher dans la forêt, ils arrivent à un ensemble qui est construit. Là, on sépare les hommes des femmes et les enfants d'un côté, les hommes de l'autre, on les rase, et puis ils doivent prendre des douches, et on leur dit que de l'autre côté des douches, ils recevront de nouveaux vêtements et qu'ils iront travailler. Mais en fait, les douches, ce n'étaient pas des douches. Les douches, c'était des chambres à gaz. Et sous un hangar assez énorme, il y avait 10 chambres à gaz. Et chaque chambre à gaz pouvait contenir une centaine de personnes qui rentraient là-dedans en se disant on va prendre une douche. Mais au lieu de l'eau, c'était du gaz cyclone qui sortait. Et en l'espace d'une demi-heure, avec des horribles souffrances, ces gens mouraient. Et alors il y avait des équipes derrière qui ouvraient les portes, qui vidaient tout ça, les amenaient au four crématoire, donc on savait qu'on était mort. Si on était attrapé, on était mort. Donc il fallait faire tout pour ne pas se faire attraper. Et alors c'était l'époque des cachettes. Et on a eu des cachettes extraordinaires. Je vais vous en raconter quelques-unes. Une, c'était dans notre maison, qui était un très grand building. Mon père a fait construire dans le grenier une double paroi. Mais quand on entrait dans ce grenier, on ne voyait pas que c'était une double paroi. On voyait une paroi et c'est tout. Mais sur cette double paroi, on était 130 à nous cacher. On rentrait là-dedans à 6 h du soir, à 6 h du matin, et on en sortait à 6 h du soir. Parce qu'en général, ils avaient eu leur nombre de gens et ça suffisait. Et un jour, la porte s'ouvrit et ils sont entrés comme d'habitude. Et alors on ne pouvait même pas respirer. Et j'ai gardé des tics d'époque. Parce que quand j'éternue, je pince mon nez. Ça m'est arrivé encore maintenant. Mais ça, c'est un tic d'époque. Parce qu'on ne pouvait pas respirer, on ne pouvait rien faire. Il fallait un silence total. Et un jour, il y a un groupe qui est rentré. Et alors on a entendu quelqu'un dire « Ah, vous croyez qu'il n'y a personne? Si, si, ils sont cachés dans le plafond. » Et il est allé à l'ouverture, et c'était un des hommes qui avait aidé à construire cette plateforme. Mais comme il avait été attrapé, il a dit aux soldats et aux Allemands, si vous me laissez en vie, moi je vous livre 100 personnes. Alors ils ont dit oui, et alors il nous a vendus comme ça, et on a tous été attrapés. Ma mère, ma soeur et moi, on était tout en haut, la sortie était tout en bas. Et tout en bas, mon père était tout en bas. Et il était un des premiers à sortir et à être pris. Et nous, on s'était aplatis dans le fond. Mais un officier a regardé, il a dit « Haus, Haus », il nous a vus. Bon, on a dû sortir, mais on était en surnombre. Parce qu'on était au-delà de la quantité qu'il devait fournir. Mais mon père, pas.
Ce qui fait que ma mère, moyennant beaucoup d'argent, a pu nous racheter. Et on est resté, ma soeur, ma mère et moi, seuls, avec mon père qui a été envoyé à cette place d'où partaient les trains. Et on savait que si mon père ne revenait pas, nous, notre vie serait très vite terminée aussi, parce qu'on ne pouvait pas se défendre sans la force d'un homme, etc. Et alors, dans l'après-midi, la porte s'est ouverte et mon père est rentré. Et on lui a dit, mais papa, comment as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'étais sur cette place et j'étais près de la sortie. Et j'ai vu une de nos connaissances, une dame, qui s'est approchée du soldat et qui lui a demandé, parce qu'elle voulait retourner au ghetto. Et ce soldat lui a donné un coup de pied, lui a donné, t'as frappé avec une crosse. Et mon père a vu rouge. Et mon père, qui parlait parfaitement allemand, s'est rué sur ce soldat, il l'a collé au mur par son chaud, en hurlant en allemand qu'il n'avait rien à faire là, qu'il n'était pas juif, que des policiers juifs l'ont pris hors du ghetto, mais que lui travaillait dans une usine allemande, il avait des faux papiers, il a bousculé le type, il est sorti. Il est sorti et il a vu un groupe qui rentrait dans le ghetto, il s'est joint à ce groupe et il est comme ça, il a pu être sauvé. Ça, c'était une cachette. Puis il y a eu une autre cachette. C'était dans un building, une cachette extraordinaire. Cette cachette était dans les caves de ce building. Il y avait un énorme chauffage central, où tout était, c'était un bloc de 3 mètres sur 4 sur 3, on mettait des arbres entiers là-dedans pour brûler, il y avait des portillons devant assez grands, des grands portillons, et on ouvrait ces portillons et on tirait les cendres, il y avait un trou avec une échelle, et il y avait un entrepôt en dessous. Et quand on descendait là, le dernier qui rentrait tirait l'échelle et fermait les portillons, on ne pouvait pas nous trouver là, c'était impossible. Il y avait de l'eau, il y avait de l'électricité et une certaine aération là en dessous. Et on passait nos journées là. Mais on sortait de là aussi vers 6h, 6h30, et on montait chacun dans nos chambres, dans nos appartements. Et alors est arrivé le désastre. On était en haut, dans l'appartement, et on a entendu les camions. Et les camions, c'était la mort. Parce que les camions, c'était pour nous attraper, nous emmener sur cette place. C'était toujours des camions allemands. Et alors, ma mère a été extraordinaire. Elle a attrapé ma soeur et moi, elle nous a amenés à la salle de bain, et elle a fait 2 baluchons de linge sale, un qui contenait ma soeur, l'autre qui me contenait à moi, et elle nous a dit ceci, écoutez, moi j'ouvre en grand les portes de l'appartement. Papa, il a eu le temps, puisqu'il n'était pas monté, d'être en bas. Et quand il a entendu, il a seulement eu le temps de sauter en bas dans l'entrepôt. Donc il viendra vous sauver. Et moi, sans doute que je ne serai plus là, mais je ne descends pas. Je vais me mettre dans la dernière pièce qu'ils viennent me chercher. On a entendu des hurlements épouvantables, des pleurs, tout le monde qui pleurait, tout le monde qui hurlait. Et puis les gens sont partis et on a entendu les soldats commencer à chercher après des retardataires. Et ils sont montés au 1er étage. Il n'y avait plus personne. Ils sont montés au 2e étage. Il n'y avait plus personne. Et ils ont entamé la montée vers le 3e étage. Et à mi-montée, ils ont vu que les portes étaient ouvertes. Et on les a entendus un soldat dire à l'autre, « Ach, die Türen sind offen, es bleibt schon niemand. » Ces portes sont ouvertes, il ne reste plus personne. Et ils sont partis. Une demi-heure plus tard, dans un silence de mort, c'était épouvantable, c'était déjà 9h du soir, il faisait noir. On a entendu un hurlement venu d'en bas. « Françoise, Françoise !» C'était mon père qui sortait de l'entrepôt et qui croyait que tout le monde était mort, que c'était fini. Et là, on était survivants, et on était la seule famille survivante de tout le bloc. On était à 4, il n'y avait personne d'autre, et les autres hommes qui sortaient se mettaient à hurler, puisque tout leur futur était anéanti. Ils étaient tous morts, ils savaient que leurs enfants, leurs femmes, leurs parents, tout le monde avait été emmené. Et ils ont pris une décision énorme. Ils ont décidé de ne pas laisser leur famille aller sans eux à la mort.
Et ils ont dit, on va aller à cette place, essayer de retrouver nos familles. Et ils sont tous partis vers le néant. Et il a commencé, alors on a souffert de la faim. On avait une faim horrible. Et cette faim, il n'y avait plus beaucoup de nourriture, il n'y avait plus rien. Alors, mon père a décidé de rejoindre un groupe d'hommes qui sortaient tous les jours du ghetto, qui allaient faire des travaux dans Varsovie. Et comme il connaissait assez bien les vitres, il travaillait comme vitrier là-dedans. Et comme ça, il était à côté d'ouvriers polonais qui lui vendaient du pain, du jambon, etc. Et c'est comme ça qu'il a pu tous les soirs rentrer un peu de nourriture collée sur sa chemise. Et on a eu comme ça un petit peu de nourriture. Et puis un jour, en rentrant du travail, son épaule dépassait un tout petit peu du rang. Et le SS qui les accompagnait, le SS c'était le soldat allemand, une horrible personne, s'est approché de lui et lui a décoché un coup de pied, mais un coup de pied dévastateur, qui a projeté mon père en avant, il est tombé. Alors les autres l'ont pris pour l'ont mis debout, parce que s'il était resté par terre, on l'aurait abattu par terre. Et quand il est arrivé, courbé en deux, il a dit à ma maman, je ne retourne plus avec eux. Je ne retourne plus avec eux. Et en fait, le lendemain matin, tout le groupe a été conduit hors du ghetto, aligné contre le mur et fusillé. Donc si mon père n'avait pas eu ce coup de pied et son désir de ne plus y aller, je ne serais pas ici en train de vous parler. Je ne sais pas si vous réalisez. Et puis, on a constaté qu'il fallait sortir du ghetto. Mais sortir du ghetto n'était pas tout. Il fallait aussi savoir où aller si on arrivait à sortir du ghetto. Parce que si on était de l'autre côté, les Polonais qui étaient assez antisémites, avec une église qui était plutôt une inquisition qu'une église catholique, eh bien, on ne savait pas où aller. Et alors ma maman a eu une idée. Il fallait qu'elle sorte du ghetto, qu'elle aille dans les campagnes, sur un marché, trouver un paysan qui voudrait bien nous cacher. Et elle est allée sur un marché, et elle était tout à fait semblable à une dame polonaise, elle n'avait rien de particulier. Elle a demandé au paysan, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner pas mal d'argent, etc. Alors il y en a un qui a dit, bon écoutez, allez chez ce monsieur là-bas, c'est monsieur Wisniewski, et il adore l'argent, parlez-lui. Et ma mère est allée chez lui, et il a parlé avec ce monsieur Wisniewski, et elle lui a dit, est-ce que vous voulez gagner de l'argent, mais il faut nous cacher. Alors il a réfléchi, il a dit, oui, mais à mes conditions. Alors on a dit, quelles sont vos conditions? Mais écoutez, par semaine, je veux 20 $ or, je vais creuser un trou dans ma grange, 2 mètres sur 2 sur 1,50 m, vous allez rester là-dedans jusqu'au bout de la guerre, et vous n'en sortirez pas. Et vous devez arriver par vos propres moyens jusqu'à la ferme, parce que moi je ne viendrai pas vous chercher à Varsovie. Et sa ferme était à 15 km de Varsovie. Alors il fallait sortir. Mais sortir de là comment? Avec des enfants? Mais il ne fallait même pas y rêver. C'était pas possible de sortir. Et un jour, mon père regarde par la fenêtre, parce que là, on avait trouvé une cachette encore incroyable. C'était un appartement dont les fenêtres étaient sur la rue Zamenhof, une rue principale. Et au bout, il y avait une chambre. Mais cette chambre était cachée. Pourquoi? Parce que la chambre précédente avait une énorme armoire. Et cette armoire cachait une porte. Et derrière cette porte, il y avait cette chambre. Mais pour il fallait ouvrir la porte de l'armoire, faire glisser le fond de l'armoire, et alors tout refermer comme ça. Et donc on était aux fenêtres, on a vu des scènes terribles. Et alors il a vu des ouvriers polonais qui avaient mis une petite barrière au milieu de la rue, qui avaient soulevé la plaque des égoutiers. Et mon père est allé parler avec eux. Et il a demandé, est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Ah, ils ont dit, oui, mais quoi? Alors, première question, est-ce que les murs du ghetto descendent dans les égouts? Ah non, les égouts, c'est tout à fait ouvert. Nous n'avons aucun problème, nous circulons dans les égouts comme on veut. Bon, est-ce que vous pourriez amener un groupe de gens hors des murs? Il a dit oui, si vous nous donnez de l'argent.
Et on va faire ça la nuit. Mais ils ont dit pas plus de 20 personnes, si possible moins. Parce qu'en sortant, il faut que vous ayez un endroit directement à côté, et là on ne peut pas avoir plus que 20 personnes. Et un jour, le soir, mes parents ne nous ont pas habillés, déshabillés, mis au lit. Et mes parents, j'ai vu une petite valise à l'entrée. Et mes parents ont dit, ce soir nous sortons du ghetto. Et ils ne nous en avaient pas parlé parce qu'ils avaient peur que nous, enfants, on parle et qu'on sache, etc. Et ils avaient parlé à quelques personnes. Et finalement, à minuit, nous nous sommes retrouvés en bas, dans le noir, un petit groupe très, très nerveux. Et à minuit, on a entendu la plaque en métal de la russe bouger. On a vu une tête apparaître, c'était un des égoutiers, et qui criait « Chipko, Chipko, Chipko », ça veut dire « vite ». Alors on est vite descendu en bas. Et on devait sortir à peu près une demi-heure de marche en dessous. Et là, quand ils ont voulu ouvrir, ils se sont aperçus que l'endroit était plein de soldats allemands. Donc ils ont rabaissé la plaque. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ces soldats s'apprêtaient à liquider le ghetto. Donc c'était prévu par les Allemands d'exterminer le ghetto. Mais donc on a rabaissé, ils ont rabaissé la plaque et on a dû aller dans un tout autre quartier et on est resté jusqu'à 5 h du matin dans ces égouts tout pleins. On était trempés jusque-là, c'était abominable, mais enfin bon, on en est sorti et on sortait un à un pour ne pas éveiller des soupçons qu'il y a un paquet de gens qui sortent de là. Donc il y avait un qui sortait, puis 5 minutes après un autre et comme ça. Et puis, mon père est parti à la ferme. Il a dit aux paysans qu'on allait arriver par train. Et on est arrivé donc par train. Et dans le train, des gens voulaient me parler. Ils me regardaient, « Oh, petit garçon, qu'est-ce que tu as ci, qu'est-ce que tu as ça ?» Et moi, je me disais, je ne peux pas parler. Parce que si je dis quelque chose qui dévoile que je ne suis peut-être pas catholique, il vaut mieux que je me taise. Il ne faut pas que je parle. Alors je souriais et je disais rien. Et ma maman a voulu me défendre et elle a dit aux gens, vous savez, il n'est pas stupide, mais il est très timide. Et des yeux, elle approuvait ma conduite. Et nous sommes arrivés chez le paysan. Et chez ce paysan, nous sommes descendus dans ce trou de la grange. Et c'était la première fois depuis 2-3 ans où nous nous sentions un tant soit peu en sécurité. Et nous sommes restés là-dedans pendant 18 mois. 18 mois sans voir la lumière, sans sortir. Et nous pensions que les fronts russes allaient arriver et que nous serions sauvés par l'avancée russe. On savait que les armées allemandes étaient en train de perdre la guerre et nous avons pensé que ça serait bien pour nous. Mais on n'a pas tout prévu. Parce que les Allemands ne voulaient pas avoir des civils en première ligne de front. Et un soir, la fille de la ferme, en nous apportant à manger, a dit « Écoutez !» On a écouté, on a entendu le tonnerre. On a dit « Il y a un orage ?» Elle a dit « Non, c'est pas un orage. C'est la canonnade du front. Le front est là, ça c'est l'artillerie que vous entendez. » Donc c'était à 15-20 km, donc on savait qu'on serait bientôt libérés. Mais les Allemands sont arrivés à la ferme et ont dit « Vous devez partir avec vos vaches et tout. » Hop, tout le monde dort. Et à ce moment-là, il est descendu nous dire « Vous devez aussi partir. Plus personne ne vous apportera à manger. Vous allez mourir de faim. Ou si vous sortez, vous serez pris par les Allemands. Donc sortez. » Alors on est sortis. Et on lui a dit « Mais monsieur Wisniewski, allez de votre côté et nous du nôtre, parce qu'on ne veut pas que vous ayez, parce que s'il avait été pris qui nous aidait, il était fusillé. » Donc il est parti d'un côté, et mes parents ont décidé qu'au lieu d'aller là où les Allemands nous disaient, c'est-à-dire vers Varsovie et vers la Vistule, nous, on avait décidé d'aller vers le front, là où on entendait les canons, parce qu'on se disait, si les Russes avancent, eh bien, ils vont peut-être avancer et nous libérer. Et nous nous sommes mis en route vers le front. Et on a eu des situations absolument énormes.
On est arrivé dans une ferme qui était en train d'emballer tout parce qu'il devait aussi partir. Et cette ferme, on a demandé, est-ce qu'on peut avoir de l'eau? Et la fermière, elle a vu que comme on était blanc, que mes parents ne savaient pas marcher, etc., qu'on était peut-être des juifs ou autre chose, je ne sais pas, elle a hurlé, on ne veut pas de vous ici, foutez le camp, foutez le camp. Alors on a dit, mais juste donnez-nous un peu d'eau, on ne vous demande rien d'autre de l'eau. Alors prenez dans le puits. On est allé au puits, on a pris l'eau dans le puits, on a bu dans nos mains et on s'est éloigné. Et on a fait 200-300 mètres, pas plus, qu'il y a une pluie d'obus qui s'est abattue sur la ferme et qui a tué tout le monde. Les chevaux, les gens, tout le monde est mort. Donc si cette personne avait eu un peu d'humanisme et nous avait dit entrez et reposez-vous, je ne serais pas là. Et puis on a continué. Et puis finalement, on a eu encore une scène énorme dans une clairière. On a vu une maison cassée, complètement cassée. Il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus de fenêtres, plus de châssis, il n'y avait plus rien. Et au ghetto de Varsovie, il y avait un médecin qui nous avait dit, vous savez, il faut que vous ayez un médicament. Et ce médicament, ça s'appelle Propidex. Ce sont des sulfamides. Et si vous avez une inflammation, utilisez cette crème. Parce que cette crème, elle est extraordinaire. Mais il n'y avait pas moyen de la trouver, cette crème. Bon, parce que dans le ghetto, il n'y avait plus rien, ailleurs non plus. Eh bien, on s'est approché de cette maison cassée au milieu des bois. Il n'y avait pas de porte, donc il n'y avait rien à ouvrir. La cheminée était face à l'ouverture de la porte. La poutre principale avait glissé, était tombée à moitié. Et sur cette porte, face à nous, il y avait un tube de Propidex. Est-ce que vous imaginez ça? On a soigné ma mère qui avait eu un abcès au pouce et on l'a sauvée comme ça. Et puis un jour, je vais un petit peu rapprocher. Puis un jour, on était dans un petit village qui s'appelle Jablona. Et à Jablona, c'était une énorme plaine, puis une monticule avec des arbres, et les Russes étaient là. Mais ils n'avaient pas encore avancé assez pour nous libérer. Et on avait monté toute une division blindée allemande. C'était la division Hermann Göring qui revenait d'Italie. Et c'était une colonne de chars incroyable, etc. Quand on a vu ça, mon père m'a dit, tu te rends compte, ils vont tout écrabouiller. Eh bien, ils sont montés dans la petite forêt. Le sol a tremblé pendant 3 jours et 3 nuits. Et après 3 jours et 3 nuits, les chars ont commencé à revenir. Mais au lieu de la colonne, il n'y en avait plus que quelques-uns. Et les soldats s'arrêtaient en chemin, comme ça, abandonnaient les chars et tombaient par terre de fatigue. Et on s'était dit, mais quelle force les Russes pour avoir pu organiser ça. Et quelques jours plus tard, à 5 h du matin, 6 h du matin, on a entendu des pas devant notre fenêtre. Et devant notre fenêtre, on a vu des casques passer. Et la forme des casques était différente des casques allemands. Parce que les casques allemands, ça recouvrait les oreilles, enfin ça descendait. Et ces casques-là étaient évasés. Et puis quelqu'un a tapé sur la fenêtre, mon père a ouvert, et il s'est trouvé face à un soldat qui disait, est-ce qu'il y a encore des Allemands? On a dit, on ne sait pas, hier il y avait encore 3 chars, maintenant il n'y a plus. Eh bien on arrive. Et c'était l'armée russe. Et on avait tellement souffert qu'on était des véritables cadavres ambulants. Et les Russes, quand la nouvelle s'est répandue, on a trouvé une famille juive entière, 2 parents et 2 gosses. Il y a des Russes qui ont fait 200 km pour nous toucher, parce qu'ils avaient fait 1000 km depuis Moscou sans rencontrer un seul survivant. Et alors, on nous a emmenés à l'hôpital de campagne, qui nous a directement auscultés, et qui nous a emmenés dans un hôpital. Et dans cet hôpital, c'était un hôpital tenu par des sœurs. Et juste quand nous sommes arrivés, c'était sœur Marie qui officiait comme à l'admission.
Et elle était là installée sur une mezzanine à l'entrée. Et quand les soldats nous ont emmenés, elle a regardé ça d'en haut, avec sa cornette et son visage rejoyant. « Qu'est-ce que vous faites ici avec ça? Emmenez ça directement à la morgue. » Et à ce moment-là, passait une dame, habillée de blanc, qui s'est mise à courir et à hurler vers la sœur Marie. « Sœur Marie, comment osez-vous parler comme ça à des gens? Vous ne voyez pas ce qu'ils ont souffert, je m'en occupe. » Et elle s'est occupée de nous. Alors elle a dit, je vais vous donner 4 chambres. On a dit, non, 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 on ne veut pas 4 chambres, on veut rester ensemble. Elle a dit, bon, alors je vais vous donner la plus grande chambre que j'ai, je vais mettre 4 lits dedans. Et c'est ce qu'elle a fait. Et puis elle ne nous a pas donné à manger, parce qu'elle a dit, si je vous donne tout à manger, vous allez avoir la dysenterie et vous allez mourir. Donc il faut vous réhabituer à manger. Et petit à petit, comme ça, on a réarrivé. Et puis, il a éclaté dans cet hôpital une épidémie de fièvre typhoïde. Et pratiquement tout le monde l'a eu, y compris nous. Ma sœur a évité de justesse l'issue fatale, parce que le docteur Oswadowska a pris le sang d'une infirmière et lui a injecté, et ça a marché, elle était sauvée. Sœur Marie est décédée, et j'étais à son enterrement. C'est pour vous dire qu'on ne peut jamais être sûr de rien. Elle qui nous a envoyés à la morgue, c'est moi qui ai été sur sa tombe. Par la suite, on a eu encore des situations extrêmement difficiles en Pologne, parce que les Polonais ne voulaient pas remettre aux Juifs leurs anciennes possessions et s'arrangeaient pour les tuer. Donc il y a eu des pogroms après la guerre, et notamment un pogrom effroyable dans une petite ville qui s'appelle Kielce. Et à Kielce, on a tué 46 Juifs à coups de barres de fer, de haches, en les jetant par les fenêtres, etc. Une abomination. Parce qu'ils avaient dit que les Juifs avaient pris un petit garçon, l'avaient tué et pris son sang pour faire du pain azime. Donc, il y avait une raison pour les exterminer. En 1990, j'étais à Varsovie, parce que je voulais aussi récupérer, j'ai toujours des biens là-bas. Ils ne veulent pas me le remettre, comme ça c'est autre chose. Et dans le journal, il y a un article « Je ne veux plus me taire ». Et je lis « Je suis le petit garçon qui aurait été tué par les Juifs à Kielce. Je n'ai jamais été tué. On ne m'a jamais rien fait. C'est l'Église qui m'a pris, m'a amené dans un monastère et a dit que si je disais quoi que ce soit, on tuerait mes parents. Alors, comme cette semaine, mon père, le dernier survivant, est mort, je n'ai plus peur. Alors, je veux vous dire qu'à cause de moi, 46 personnes ont été massacrées. Et alors, il fallait partir de la Pologne. Mais c'était impossible. Il fallait des visas, il fallait des sites, etc. On n'avait pas. Et un jour, notre villa, d'ailleurs, a été attaquée. Et heureusement que mon père avait acheté des revolvers. Et avec un cousin, ils ont commencé à tirer sur les assaillants qui ont filé. Et près de chez nous, là où on habitait, à Otwock, il y avait un orphelinat d'enfants juifs qu'on a retrouvés un peu partout, dans les forêts, dans des fermes, chez des gens qui n'en voulaient pas. Et c'était 200 enfants qui avaient entre 3 et 15 ans. Et les Nations Unies ont décidé de les prendre en charge, parce que la Pologne n'en voulait pas. Aucun pays n'en voulait. Mais il y a eu un pays qui, à l'époque, s'appelait la Palestine, qui deviendra plus tard Israël. Eux, ils ont dit, nous, on va rapatrier ces enfants. Et c'est un colonel américain qui est venu les chercher. Et mes parents l'ont invité et ils ont demandé au colonel américain, est-ce que vous pourriez prendre 2 enfants en plus? Et ce colonel américain a dit, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, mais vous nous les emmenez à la gare de Varsovie. Au moment où j'aurai embarqué tous les gosses de l'orphelinat, on ajoutera 2 enfants, il n'y a pas de problème. C'est ce qui s'est passé. Et ma sœur et moi, nous pleurions, parce que c'était la première fois qu'on allait être séparés, et les autres enfants ne nous comprenaient pas. Ils ne nous comprenaient pas parce que
il nous disait, mais vous avez encore vos parents et vous pleurez, et nous, on n'a plus de parents et on ne pleure pas. Et le train est parti avec nous, et on est resté 6 semaines coincés en Tchéquie. Après la Tchéquie, on a été par station jusqu'à Strasbourg. Et à Strasbourg, un cousin est venu nous chercher, parce que ma grand-mère était belge, donc on avait une grande famille en Belgique, et mes parents leur ont écrit, nos enfants sont à Strasbourg, et ils sont venus nous chercher. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Belgique, ici. Et à un moment, donc je ne parlais pas français, rien du tout, et à un moment donné, on m'a inscrit à l'école Charles Bulls, qui est une école du centre de Bruxelles qui existe toujours. Mais je ne parlais pas français, pas encore. Et alors, on allait faire la gymnastique Place Roupe, à l'école normale Charles Bulls. Et en faisant la gymnastique, après la gymnastique, il fallait prendre une douche. Et il fallait traverser un couloir très obscur. Et moi, quand j'ai entendu le mot douche, ça j'avais compris, je me suis dit, on va nous gazer. Et il paraît que mon visage s'est transformé dans une tristesse énorme, une tristesse épouvantable. Et les petits amis, là, un petit copain, m'ont dit, mais il dit, Joseph, qu'est-ce que tu as? Je dis, rien, rien. Mais qu'est-ce que tu as? Rien. Je voulais qu'il soit heureux jusqu'au dernier moment. Et je suis entré sous les douches puisque j'y étais obligé. Et je regardais le pommeau en me disant, l'eau va commencer, la fumée va commencer à sortir, et quand la fumée sort, je vais aller vers cette fumée, l'aspirer pour ne pas souffrir longtemps, ne pas avoir une longue agonie. Et au lieu de cela, c'est l'eau qui est sortie. Et quand l'eau est sortie, j'ai éclaté de rire. Et les enfants m'ont dit, mais Joseph, qu'est-ce qui t'a pris? Tout à l'heure, tu étais sérieux, maintenant tu ris, pourquoi? Et la seule chose que j'ai trouvé à dire, c'est « vous pas comprendre ». Et depuis lors, j'ai toujours souri à la vie. Et quand vous souriez à la vie, elle finit par vous sourire aussi. Alors il me reste 2 choses à faire. La première, c'est féliciter vos professeurs, votre directrice, pour la qualité de l'enseignement et de l'instruction qu'ils vous prodiguent, parce que ce sont des bagages qu'ils vous donnent pour toute la vie, et ça vous aidera à la réussir, cette vie. La deuxième chose, je voudrais vous remercier, vous tous, pour votre merveilleux comportement pendant tout mon discours. Merci. Merci.